Bonsoir, suite de votre soirée sur Mediapart avec une troisième discussion, ZAD, les nouvelles luttes écologistes. Aujourd'hui, s'est déroulée la troisième journée d'expulsion de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On regarde tout de suite des images. Moi je vous le dis, ça va être la révolution. Ça va pas se passer comme ça. En fait, c'est pas possible. Vous pouvez pas nous faire comme ça. C'est pas possible. On est trop soutenus. Vous pourrez pas, vous pouvez pas. Moi je suis habitant ici depuis 5 ans, vous voyez. Moi ça fait 5 ans que je m'engage ici, que je m'investis ici. Vous n'allez pas nous dégager comme ça. Non, non, vous n'en faites pas. Non, je veux pas. Aïe. Les images sont des images qui ont été tournées de notre particulièrement sur le lieu du collectif qui s'appelle les Sans Noms, collectif, une ferme collective lancée au printemps 2013 par 8 personnes sur ZAD où étaient élevées des brebis, où était cultivé un jardin maraîcher, se tenait une maison collective, un lieu très important pour la ZAD parce que très créatif, très ouvert aussi sur l'extérieur et très en lien avec le monde paysan, eh bien, ce lieu si important de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a été expulsé puis démoli par les gendarmes dans les heures qui ont suivi. Alors, c'était le premier jour de l'expulsion de la ZAD, une expulsion qui était annoncée, on le sait, par le gouvernement depuis l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais la brutalité des conditions dans lesquelles l'expulsion se déroule, et aujourd'hui, mercredi, les dernières nouvelles, mon collègue Christophe Gueugnot est en route actuellement pour retourner sur cette ZAD où nous venons ensemble de passer déjà 4 jours de reportage. Vous avez pu lire sur Mediapart. Aujourd'hui, de nouveau, des affrontements extrêmement violents se sont produits. Affrontement, d'ailleurs, n'est pas le bon terme, puisque aujourd'hui, un pique-nique de personnes âgées, retraitées, très impliquées dans le mouvement pour la ZAD, ce pique-nique pacifique a été très fortement gazé par les gendarmes et encore ce soir, à quelques minutes avant de prendre l'antenne ici pour discuter avec nos invités que je vais vous présenter, des amis nous alertaient sur des blessés par grenade dans la nuit. Donc une situation qui est extrêmement difficile, très choquante. Pour en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir 2 personnes qui connaissent vraiment très bien ces questions. Émilie Hatch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, vous travaillez sur l'écoféminisme, mais la raison pour laquelle je vous ai invité ce soir, c'est que vous avez tout récemment co-signé 2 tribunes en défense de la ZAD, une qui s'appelle « Résister à Macron et son monde » et la deuxième « Comment la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, comme à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, défendons d'autres manières d'habiter ». Également est venu ce soir Julien Milanesi. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu de tous. Vous êtes chercheur, vous êtes aussi créatif puisque vous avez, et très actif, puisque vous avez coécrit Grand projet inutiles et imposés, un livre qui sort ces jours-ci. Également réalisé il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, sorti il y a 2 ans je crois, ce documentaire hyper intéressant, L'intérêt général et moi, documentaire dont on va évoquer le sujet pendant cette demi-heure de discussion, c'est-à-dire les contradictions de plus en plus flagrantes entre les grands projets d'aménagement et cette notion d'intérêt général. Alors Julien, on va commencer avec vous, on vient de voir ces images de l'expulsion du collectif Les Sans Noms, de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes. Tout simplement, comment réagissez-vous à ces images ? La première action, évidemment, c'est que ces images sont insupportables. On se demande et on se pose dessus la question de savoir qu'est-ce qui justifie une telle débauche de moyens.
On a parlé de 2500 policiers sur la ZAD pour évacuer une centaine de personnes ou un peu plus, avec des moyens absolument disproportionnés par rapport à ce qui se passe sur place, c'est-à-dire des projets agricoles, une bibliothèque, voilà, toute une série de projets collectifs comme ça. Et donc nécessairement, la première chose qu'on fait, c'est qu'on s'interroge sur les raisons de cette violence, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient justifier un tel usage de la force. Alors le discours du gouvernement, le discours officiel, c'est celui du rétablissement de l'état de droit. C'est-à-dire que c'est l'idée qu'on ne peut pas accepter une zone dans laquelle il y aurait des activités qui seraient dérogatoires à la norme commune, à la loi. Et ça, je pense que c'est... Et donc, vu que c'est inacceptable, on envoie la force pour rétablir en fait l'état de droit. Cette explication-là, en fait, tient pas la route quand on regarde en fait la façon dont l'État lui-même, dans toute une série de situations, crée des situations qui sont dérogatoires à l'état de droit. On a parlé tout à l'heure ici sur ce plateau de la situation des migrants. Il y a aujourd'hui des enfants qui sont détenus dans les centres de rétention, alors que c'est une chose pour laquelle la France est condamnée régulièrement. C'est une situation qui est absolument illégale. Pour nous rapprocher plus directement de ces questions sur de grands projets inutiles, il y a eu récemment, au 1er janvier, je crois, un décret ministériel qui est passé, qui autorise les préfets à déroger à toute une série de normes, notamment environnementales, pour les projets, si ces projets sont jugés d'intérêt général, et on en reparlera peut-être, mais qui est une notion qui est extrêmement floue. Donc là, l'État s'autorise en fait à déroger à la loi. Et puis, pour rester là-dedans, si vous demandez à n'importe quel opposant à ce type de projet ce qu'il pense du respect de la loi par l'État, il vous parlera de toute une série de choses, notamment du fait que systématiquement sur tous ces projets, par exemple, le droit à l'information des opposants n'est absolument pas respecté, les documents ne sont pas rendus publics, et donc, voilà, on se rend bien compte que l'État pourrait tout à fait créer sur la ZAD un statut dérogatoire qui permettrait à ces projets collectifs de se développer, d'exister de façon expérimentale. L'État refuse de le faire et je pense qu'il faut voir du coup autre chose derrière cet usage de la force. Cet usage de la force et de la violence, pour moi, il est symptomatique d'une volonté de ce pouvoir actuel, de cette majorité, de refuser finalement l'existence d'opposition frontale à son monde, au projet de société qu'il défend, qui correspond à une posture qui est celle que Margaret Thatcher a appelée le TINA, le There is no alternative, qui est Macron en l'incarnation aujourd'hui, avec l'idée finalement qu'il n'y a qu'une voie qui est possible, dans laquelle la France peut aujourd'hui exister, qui est celle, pour le dire vite, de l'intégration à la mondialisation libérale. Et donc tous les gens qui sont situés hors de ce projet-là, eh bien, sont finalement exclus de l'espace démocratique. On leur tape dessus, on ne les écoute pas et on leur tape dessus, on les exclut. Exactement. Ça, donc si vous voulez, le résultat, c'est celui-là. C'est-à-dire que si à partir du moment où vous estimez que des gens sont illégitimes, parce que, et on le voit dans les propos qui sont utilisés pour qualifier ces gens-là, ce sont des marginaux, ce sont des radicaux, ce sont toute une série de termes qui finalement les excluent de notre espace démocratique commun. Et à partir du moment où... Alors c'est ce qu'on appelle des situations de post-politique que des philosophes comme Rancière, comme Mouffe ont défini ces dernières années. À partir du moment où on les situe hors de l'espace politique, eh bien, on les inclut plus dans le débat raisonné entre opposants, entre adversaires dans l'espace politique normal, mais on les situe comme des ennemis, dans une situation d'antagonisme où du coup il devient légitime de leur taper dessus parce que de toute façon ils sont hors de l'espace démocratique. Et ça c'est synonyme pour moi d'une crise institutionnelle profonde où on n'est plus capable d'accepter des remises en question profondes de la politique gouvernementale et qui pose de façon plus générale une question sur l'intégration de l'écologie dans les politiques publiques. Alors, Émilie H., vous connaissez la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, vous vous y êtes rendue à plusieurs reprises. Comment réagissez-vous à cette situation d'expulsion de cette ZAD ? Je rejoindrai tout d'abord ce qui a été dit à la fois par Julien et par vous-même. C'est tout d'abord un immense gâchis. On est étranglé à la fois de tristesse et de colère quand on voit ces images, sans même parler du fait qu'ils n'ont absolument pas respecté le peu de promesses qu'ils avaient pu faire sur les endroits qu'ils ne détruiraient pas sur ces lieux-là. Quand on voit ces cabanes qui sont d'une beauté incroyable, qui ont été construites pour penser à un monde différent, c'est absolument insupportable de voir ces images. Il y avait
Pendant tous ces derniers jours, je n'étais pas à la ZAD, mais je regardais, je lisais, je regardais des vidéos qui circulaient. Il y avait une très jolie vidéo d'une habitante de la ZAD, Camille, une des Camilles, qui disait, je trouve, de manière assez... qui résumait de manière assez claire et la situation dans laquelle on est aujourd'hui à la ZAD, à savoir, elle disait que finalement, ce qui était en train de se passer ici, c'était notre futur qu'on était en train de nous voler. C'était notre futur qu'on était en train de détruire en détruisant cet endroit-là. Et c'est effectivement une question qu'on peut se poser de manière un peu différente, mais en écho à ce qui vient d'être dit, à savoir, mais en 2018, face à ce dérèglement climatique qu'on est en train de se prendre en plein dans la figure, sérieusement, le gouvernement français n'a pas autre chose à faire que d'aller déloger 200 personnes sur un territoire dans lequel s'expérimentent aujourd'hui des projets qui sont précisément peut-être un des seuls futurs viables et humains possibles. Il n'a vraiment pas d'autres projets, pas d'autres ambitions que celui-là. C'est absolument hallucinant, c'est sidérant à la fois de violence et de bêtise, enfin de nullité politique, d'une certaine façon. Pourquoi c'est nul ? Et je dirais que la réponse qui est aujourd'hui proposée, aussi bien d'ailleurs à Notre-Dame-des-Landes, qu'on pourra y revenir plus tard, peut-être sur l'université et sur toutes les autres mobilisations sociales qui sont en cours, c'est un imaginaire politique des années 50 qui nous est proposé. On est en train de revenir à avant mai 68 avec cet univers politique que nous propose Macron. C'est un univers d'une idéologie du progrès, mais qui n'a plus aucun sens, dont on sait depuis très longtemps que ça n'a plus aucun sens. Qu'est-ce qu'il nous propose après, à part une agriculture absolument intensive ? Qu'est-ce qu'on va faire de cet endroit-là ? On va faire un nouveau Center Park de Notre-Dame-des-Landes. Quelle est la vision en fait derrière ces différentes prises de position ultra-autoritaires qui sont aujourd'hui menées. Je ne les comprends pas, en fait. On ne les voit pas, à part le fait, effectivement, que c'est un retour en arrière politique et social complètement hallucinant. Alors, pour préciser, parce que les personnes qui connaissent ou s'intéressent un peu à la question de qui parle pour la ZAD est une des grandes questions posées par ses habitants, avec une critique très forte du porte-parole, de la représentation de la délégation. Nous aurions été très heureux ce soir d'inviter sur ce plateau des habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, le gouvernement ne leur laisse pas la parole, puisqu'ils sont mobilisés sur la défense de leur lieu de vie. Et c'est la raison pour laquelle il nous a semblé important de recevoir des personnes qui, précisément, n'habitent pas la ZAD, mais y sont attachées, et expliquer pourquoi est-ce que ce qui s'y joue concerne bien plus de personnes et bien plus de questions que uniquement les personnes qui y habitent. Ce n'est pas qu'une question paysanne, même si la question paysanne est fort importante. Ce n'est pas qu'une question de Loire-Atlantique. Ce n'est pas qu'une question de défense d'un bocage. Mais alors, qu'est-ce que ça travaille, cette bataille, cette lutte de Notre-Dame-des-Landes ? On a commencé à évoquer un imaginaire productiviste de modernité, vous disiez, Émilie H. Est-ce que, Julien, on peut essayer de tisser des liens entre cette lutte de Notre-Dame-des-Landes et les luttes aujourd'hui qui se déroulent dans les transports, dans la défense du train et dans les universités ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a plusieurs points points de jonction qu'on peut identifier. Alors je dirais de façon plus générale, en fait, entre les luttes contre les grands projets inutiles, dont Notre-Dame-des-Landes, mais tous les projets qui sont contestés en France, et aujourd'hui il y en a beaucoup, et c'est ce qu'on essaye de montrer dans le livre aussi, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement assez large, décentralisé, qui vient lutter sur le territoire à différents endroits contre des projets, grands ou petits d'ailleurs, d'aménagement. Donc entre ces luttes-là, contre ce qu'on appelle donc les GP2I, c'est l'acronyme qui a été construit par les opposants. Projets inutiles et imposés. Exactement. Et puis donc le mouvement social aujourd'hui qui est un mouvement en fait de défense des services publics de façon générale. Il y a plusieurs points. Il y en a un assez évident, peut-être un peu technique, mais qui me paraît intéressant, c'est que si on prend la question des cheminots et la question de la dette, qui est très souvent mise en avant sur la question des cheminots, des 50 milliards de dettes de la SNCF, et qui viendrait justifier en fait la modification du statut des cheminots. Vous avez aujourd'hui tout le mouvement d'opposition aux nouvelles lignes à grande vitesse, et qui est important, notamment dans le sud-est de la France, qui connaît très bien cette histoire de dette de la SNCF, et qui sait très bien que cette dette est liée justement au développement du TGV en France depuis des années. Et ce n'est pas simplement les opposants qui le disent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est validé par toute une série de rapports institutionnels, etc. Donc
et qui conteste ça depuis des années en disant que le tout TGV est en train de cannibaliser toutes les ressources publiques et notamment d'empêcher qu'on développe de la proximité, du train de proximité, etc. Donc c'est pas un problème de statut des cheminots, c'est un problème d'aménagement du territoire, évidemment. Vous me dites. Et ça, donc les cheminots le savent très bien et les opposants à ces grands projets qui travaillent sur les questions du ferroviaire le savent très bien aussi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de luttes communes, c'est-à-dire que vous avez des cheminots qui sont dans ces luttes-là, dans le sud-ouest particulièrement, contre les nouvelles lignes à grande vitesse, et ces opposants aux lignes à grande vitesse qui s'engagent aussi dans les batailles avec les cheminots. Donc là, on a des points de convergence fortes. Mais de façon plus générale, ce qu'on peut dire, c'est que ces deux mouvements, ils interrogent en fait nos besoins collectifs. Et la définition de nos besoins collectifs. C'est le premier I de GP2I, grand projet inutile et imposé. Une des premières choses alors c'est un terme qui a été formé au début des années 2010, et ce I inutile, en fait, il est vraiment au cœur de toutes les contestations, en remettant en question alors l'intérêt général de ces projets, c'est une autre façon de le dire, en disant voilà, pourquoi on aurait besoin d'une nouvelle ligne à grande vitesse alors qu'on a déjà plein de lignes de chemin de fer, pourquoi on aurait besoin d'un centre commercial à Europa City alors que la région parisienne est déjà très largement dotée en centres commerciaux, et qui donc vient interroger l'utilité de ces projets, avec l'idée que derrière, on est déjà à satiété sur beaucoup de choses, c'est aussi le cas sur les routes. Aujourd'hui de construire des autoroutes comme c'est projeté par exemple sur la 45 entre Lyon et Saint-Étienne, alors qu'il existe déjà une autoroute qui sera en parallèle, etc. Et donc cette question-là est au cœur donc, des mouvements contre les GP2I. Sur la ZAD, elle est poussée vraiment encore plus loin avec des pratiques qui pratiquent la sobriété, la simplicité volontaire, avec l'idée justement avec une réflexion derrière très profonde sur les besoins, de quoi avons-nous besoin pour vivre, et du coup, quelle économie développons-nous pour répondre à ces besoins. Et puis de l'autre côté, on ne pourrait même pas dire de l'autre côté, parce que pour moi c'est au même endroit, il y a des mouvements qui viennent défendre les services publics, l'hôpital, les EHPAD, les universités, et qui réagissent à quoi ? À un discours du gouvernement qui nous dit finalement ces besoins sont trop importants, on vit au-dessus de nos moyens, c'est le discours officiel, et donc il faut diminuer les dépenses publiques. Donc on a des besoins qui sont trop importants. Alors ça, c'est la première analyse qu'on pourrait faire là-dessus. Le gouvernement nous dit ça, en fait, vous avez des besoins en santé, en éducation, etc. Ça coûte trop cher, on n'a plus les moyens. Ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens. Alors c'est un discours qui contient un non-dit, qui est très hypocrite, parce que derrière, évidemment, tout le monde sait que ça c'est indispensable. On a besoin de se soigner, on a besoin de s'éduquer, etc. Et que si on baisse en fait les dépenses publiques sur ces dépenses-là, il y aura ceux qui pourront derrière continuer à se payer, à répondre à ces besoins-là, en faisant appel notamment au privé. Évidemment, les membres du gouvernement doivent avoir leur père et leur mère dans des EHPAD de très bonne qualité, se soigner chez le meilleur spécialiste et mettre leurs gosses dans les meilleures écoles et universités. Mais par contre, ils sont en train de dire à tous les plus pauvres, eh bien, vous débrouillez-vous. Vous vivez au-dessus de vos moyens. C'est là-dessus qu'il y a une hypocrisie, c'est que cette baisse des dépenses, elle n'est valable que pour les plus pauvres qui n'auront pas le moyen de remplacer la dépense publique par la dépense privée. Donc une politique très inégalitaire. Derrière ces questions de grands projets, une politique, vous dites, profondément inégalitaire. Et Emilia, vous, de votre côté, comment est-ce que vous pensez ce lien entre la ZAD, la question des trains, des grands projets, peut-être de l'université, enfin, comment ça s'accroche aux autres espaces de bouillonnement sociaux actuels ? Ça s'accroche de manière, on va dire, aussi bien négative que positive, si on peut dire, au sens où ça s'accroche par à la fois, d'abord, une réponse, ou en tout cas un type de réponse politique d'une violence extrême et totalement disproportionnée dans chacun de ces cas. Que ce soit aujourd'hui à la ZAD, où chacun est absolument choqué des images qu'on peut voir de ce qui s'y passe, aussi bien ceux qui y habitent que ceux qui regardent ça de l'extérieur. C'est exactement la même chose que ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'université, où on demande à des CRS de venir interrompre des AG qui sont demandés par des personnels de l'université, des enseignants, des personnels administratifs et des étudiants. À quel moment on demande à des CRS de venir interrompre des AG de l'université qui viennent débattre d'une loi qui, par ailleurs, n'a jamais été discutée ni proposée à discussion auprès des personnes qui sont censées les appliquer. Bon. Mais ça m'intéresse plus peut-être d'insister aussi sur d'autres liens qui sont à faire, effectivement, qui rejoignent finalement ce qu'on disait déjà un tout petit peu tout à l'heure, à savoir que de la même manière qu'on peut se demander quelle est l'ambition, quelle est la vision en fait de ce gouvernement lorsqu'il va évacuer
une zone comme Notre-Dame-des-Landes à un moment aussi crucial d'urgence absolue de repenser tous nos modes de production agricole, de repenser notre manière d'habiter ces sols, ces terres, mais de la même manière qu'on peut se demander aussi dans ce même temps qui est le même pour tous et pour toutes ces questions-là de dérèglement climatique, où on a besoin, mais plus que jamais, de ces transports en commun, on a besoin de plus que jamais de ces réseaux dont on a la chance d'avoir un réseau absolument incroyable, de devoir renforcer au contraire ce réseau pour pouvoir diminuer drastiquement le transport routier. Mais à quel moment on est en train de détruire ça alors qu'on a les moyens, au contraire, très rapidement d'apporter une réponse relativement rapide à cette question-là. Et on pourrait, il me semble, absolument articuler ça également à la question de l'université, au sens où à la place d'une réponse, enfin une imposition qui nous est faite par le gouvernement d'institutionnalisation des inégalités sociales encore plus fortes et toujours plus fortes par ce système de sélection qui est en train d'essayer d'être imposé, il me semble que face également à cette question, à cette crise politique que l'on connaît et cette crise de dérèglement climatique, qu'il faut au contraire défendre et valoriser plus que jamais ce qui faisait la spécificité des universités, qui était ce public hétérogène. On ne sait absolument pas de quel type de réponse, de quel type de capacité, de quel type de métier, de quel type dont on va avoir besoin dans les années. Immensément. C'est ce public hétérogène qui est notre public de l'université, qu'on a valorisé pendant des décennies en considérant que, évidemment, l'université est un endroit de savoir, de production et de diffusion de savoir qui pouvait être gratuit, à savoir que les personnes qui y allaient n'allaient certainement pas devenir profs pour la majorité, certainement pas devenir chercheurs. Et c'est très bien, parce qu'ils allaient prendre ce savoir qu'ils avaient eux-mêmes participé à constituer, un savoir critique, une culture générale très grande, pour pouvoir le diffuser dans l'ensemble de la société à travers une multiplicité de métiers. Et on en a plus que jamais besoin, également aujourd'hui comme réponse. Ce qui se passe aujourd'hui à Notre-Dame-des-Landes, ce qui se passait en tout cas, et ce qui j'espère va continuer à se passer autrement ailleurs ou à cet endroit-là, c'est que c'est une des réponses pour moi les plus responsables à la situation dans laquelle on est. C'est pas du tout une utopie, c'est une des réponses les plus sérieuses et les plus responsables à la question du dérèglement climatique. Pourquoi ? Et le fait... Parce qu'ils essayent précisément, c'est pas simplement des vœux pieux de il faudrait changer le monde, il faudrait essayer de penser une agriculture qui ne détruit pas immédiatement les sols et les rend complètement stériles. Il s'agit pas simplement d'essayer de penser d'autres manières de penser notre économie, des partages des richesses. C'est pas simplement des vœux pieux, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et ça marche. Ça fait une dizaine d'années que ça marche. Donc c'est le slogan qu'ils peuvent avoir et que je reprends absolument, à savoir de faire des ZAD partout, c'est certainement une politique ambitieuse, 1000 fois plus ambitieuse et constructive pour notre avenir à tous que le fait de détruire pour des raisons qui par ailleurs en plus légalement se discutent, puisqu'en effet l'État pourrait tout à fait avoir la possibilité de faire des dérogations quant à ce type de territoire et de les évacuer sous cette forme de violence. Et cette notion d'hétérogénéité que vous évoquez permet du coup, en regardant de l'autre côté, de se dire, OK, alors est-ce que ce pouvoir Macron, si on essaie de le penser, si on essaie de le qualifier, est-ce que c'est un pouvoir univoque? Est-ce que c'est un pouvoir homogène, unilatéral? Comment est-ce que vous analysez ce rejet de la différence? Parce que c'est vrai que cette zone de Notre-Dame-des-Landes, elle est à la fois... elle se revendique comme une alternative en rupture avec plein de pratiques de la société capitaliste, mais c'est aussi une zone très diverse, où on trouve aussi bien la ferme des Sans-Noms qu'on vient de voir, y vivaient des ingénieurs forestiers, des ingénieurs agronomes, mais à quelques mètres de là vivaient des personnes qui avaient eu un parcours social hyper compliqué, chaotique, des gens passés par la rue, d'autres personnes sans aucun diplôme, et puis finalement tous ces gens s'étaient réunis ensemble avec plein de conflits, plein de difficultés, mais malgré tout tenaient ensemble un territoire. Est-ce que cette hétérogénéité, vous dites, c'est hyper important aujourd'hui en situation de changement climatique, et est-ce que vous pensez que c'est ça, notamment, que le pouvoir d'Emmanuel Macron essaye de marginaliser? Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Je ne sais pas si c'est ça qu'il cherche à marginaliser. Le fait est qu'effectivement, il me semble qu'une des choses qu'on a appris pendant toutes ces années à Notre-Dame-des-Landes, c'était précisément cette incroyable capacité à faire ensemble, à faire collectif, à partir de publics effectivement extrêmement hétérogènes. Pour ceux qui connaissent un petit peu, effectivement, comme vous l'avez rappelé, les différents publics qui pouvaient être passés, les différentes personnes qui pouvaient habiter sur cette zone. Et ça marchait. Ça marchait.
Ça marchait avec énormément de conflits, ça marchait avec énormément de désaccords, mais alors, c'est la vie, ça marchait très bien. Et c'est effectivement la même chose qui se passe à l'université. Je ne suis pas sûre qu'une grande partie de mes collègues n'ait pas la même expérience que l'on peut avoir, que l'on peut partager pour une grande partie d'entre nous, à savoir que, encore une fois, ce n'est pas un vœu pieux, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une question de principe, simplement de dire, ou pour des principes aussi de justice et de justice sociale, que de vouloir conserver l'accès à tous de l'université. C'est que c'est par expérience aussi d'enseignant et de 10 ans d'enseignement, en philosophie pour moi et en économie pour toi, à savoir que cette hétérogénéité a toujours été une richesse. C'est absolument faux de dire que c'était quelque chose qui pouvait être un problème. Au contraire, on a pu voir au fur et à mesure des années cette hétérogénéité, pour des raisons sociales, évidemment, se restreindre d'année en année. Et comme le disait, je crois, une autre collègue de Tolbiac, qu'on sait qu'une grande partie déjà des grandes études, de manière générale, est extrêmement peu hétérogène, et que la seule partie qui était encore ouverte à tous, c'était cette université qu'on essayait complètement de restreindre. Mais s'il y a quelque chose, s'il y a un projet à avoir aujourd'hui, c'est à repenser peut-être, je ne sais pas moi, cette coupure entre les grandes écoles et l'université. Peut-être que c'est les grandes écoles qu'il faut fermer, qu'il faudrait, c'est-à-dire, et réouvrir et repartager toutes ces richesses culturelles, sociales, et aussi tous les investissements financiers, évidemment, que l'État fait dans ces endroits-là et ne fait pas à l'université. C'est pas possible que, comme seule réponse à cette croissance démographique, ce soit le fait de réduire le nombre de personnes qui puissent aller à l'université en fonction concrètement de critères sociaux. Ça doit être de multiplier les universités. On le sait très bien. Et c'est faux de dire, on le sait, que c'est pour des raisons simplement financières qu'on ne peut pas le faire. Ces moyens existent. Ce sont des choix politiques de les mettre à un endroit et pas à un autre.